Salut à tous et bienvenue chez Conseil Config TV. Pour cette première vidéo sur la chaîne, je vais vous parler des alimentations PC. Pourquoi les alimentations? Tout simplement parce que c'est un des composants, si ce n'est le composant le plus important d'un PC. Un mauvais choix peut nuire au bon fonctionnement de la machine, voire même nuire à la durée de vie des composants. Ou pire, tout faire cramer. On trouve beaucoup de conseils et présentations sur le net, que ce soit sur les forums ou encore ici sur YouTube. Et parmi tout cela, peu sont vraiment justes. D'une part parce que la majorité ne se contente que de relayer les informations elles-mêmes déjà issues du bouche à oreille, et d'autre part, vous avez le marketing qui vient pourrir une très large majorité des vidéos. Que ce soit en envoyant des produits ou en payant directement les personnes pour qu'ils disent du bien de telle ou telle marque et en mettant en avant des produits qui sont bien souvent clairement inadaptés. Je vais donc vous faire un petit topo qui, j'espère, vous permettra de bien comprendre comment choisir une bonne alimentation. Et surtout, quels pièges sont à éviter, que ce soit marketing ou tout simplement technique. Dans cette vidéo, plusieurs points seront abordés. Tout d'abord, la certification 80+, que tout le monde commence à bien connaître via les différents logos apposés sur les blocs d'alimentation. Mais au final, qu'est-ce que c'est? En quoi est-ce que cela impacte l'alimentation? Et surtout, comment est-ce que le rapport qualité-prix évolue selon la certification? Ensuite viendront les alimentations en elles-mêmes. Je vous parlerai des différents formats, ATX, SFX, SFXL, etc., de la modularité et quelles sont les différences entre les modulaires, semi-modulaires et câbles fixes. Une partie un poil plus technique vous montrera comment lire l'étiquette de la répartition de la puissance. On verra que selon les modèles, il peut y avoir des surprises. La partie ventilation sera également bien entendu traitée. Est-ce qu'il vous faut une alimentation à ventilation active, passive ou bien hybride? Je vous présenterai les différences entre ces trois modes. Je vous parlerai également des différentes marques. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, elles ne construisent pas forcément leurs alimentations. Certains font appel à ce que l'on appelle des OEM, qui construisent les produits et qui apposent ensuite le nom de la marque sur le bloc. Il n'est donc pas rare de trouver des alimentations identiques sous différentes marques, avec des habillages et des prix différents. Pour finir, vous aurez également un petit listing des différents modèles disponibles sur le marché, en allant de l'entrée de gamme au haut de gamme, en passant par les alimentations plus atypiques, comme les SFX ou encore les passives. Sans plus attendre, commençons par la présentation de la certification 80+. La certification 80+, a été mise en place pour permettre d'évaluer le rendement d'une alimentation. Avant cela, les alimentations no-name régnaient en maître dans les PC assemblés grand public. En effet, au début des années 2000 et avant, la quasi-totalité des ordinateurs assemblés étaient équipés de ces immondices qui devaient être changés tous les 6 mois. En achetant un PC assemblé à l'époque, on tombait quasiment à tous les coups sur une alimentation ayant un rendement tournant aux alentours de 60%, ce qui est vraiment très bas. Cela implique alors un dégagement de chaleur élevé et donc des nuisances sonores qui le sont tout autant. Pour un particulier, il était très difficile de choisir un modèle de bonne qualité. D'une part parce qu'Internet n'était pas présent dans les foyers comme il l'est maintenant, et d'autre part parce que les tests n'étaient pas légion. En plus de cela, la disponibilité des modèles de marque était des plus rares dans les différentes enseignes. Grâce à cette certification, il est maintenant plus facile de faire un choix dans toute cette jungle. Mais contrairement à ce que l'on peut lire ou voir sur les différentes vidéos, cela n'est pas non plus forcément un gage de qualité, étant donné que cela ne concerne que le rendement et non la qualité et la fiabilité des composants internes. Malgré tout, une alimentation certifiée a de grandes chances d'être plus fiable qu'une non certifiée. Je vous parle du rendement. Mais qu'est-ce que c'est au final? Une alimentation doit récupérer du courant alternatif venant de la prise pour le transformer en courant continu, ce dont les composants d'un ordinateur ont besoin. En plus de cela, le 220 volts doit également être converti en 3,3, 5 et 12 volts pour les principales tensions. Dans le processus, il y a obligatoirement des pertes, qui se font principalement sous forme de chaleur. C'est là que la certification 80+ entre en jeu. Elle permet de plus ou moins limiter cette perte. Au début, il n'y avait qu'une seule certification, la 80+ classique. Elle assurait un rendement de 80% et donc une perte de 20% qui devait être évacuée par le ventilateur de l'alimentation. Plus tard, grâce à la concurrence de plus en plus féroce et les avancées technologiques, le rendement s'est encore amélioré. La société Ecova, qui distribue les certifications, a donc décidé d'en ajouter, permettant ainsi de scinder les gammes des constructeurs. Pour prétendre à une certification 80+, l'alimentation doit répondre à des exigences. En effet, le rendement doit atteindre un certain niveau selon le pourcentage de charge. 3 relevés sont alors étudiés, à 20%, 50% et 100% de charge. Pour le moment, on trouve 5 certifications. La 80+ basique, bronze, silver,
Gold, Platinum et Titanium. La certification 80+ basique assure que l'alimentation a un rendement de 82% à 20% de charge, 85% à 50% et 82% à 100%. La bronze, quant à elle, monte à 85% de rendement à 20% de charge, 88% à 50% et 85% à 100%. La silver à 87%, 90% et 87%. La gold, 90%, 92% et 89%. La platinum, quant à elle, 92%, 94%, 90%. La titanium, qui est la plus récente, ajoute une autre contrainte, un rendement à 90% à seulement 10% de charge, en plus des autres relevés qui doivent être au moins à 94% de rendement à 20% de charge, 96% à 50% et 94% à 100%. Pour prendre un exemple concret et vous montrer les différences de consommation entre les certifications, prenons une configuration qui consomme 300 watts, branchée sur une alimentation de 600 watts, donc cela correspond à une charge de 50%. Si l'alimentation est certifiée 80+, alors la consommation à la prise sera de 353 watts, donc une perte de 53 watts. L'alimentation 80+ bronze consommera quant à elle 341 watts, pour une perte de 41 watts. L'alimentation silver consommera 330 watts pour une perte de 33 watts. L'alimentation 80+ gold consommera 326 watts pour une perte de 26 watts. L'alimentation platinum, quant à elle, consommera 319 watts pour une perte de 19 watts. Pour finir, l'alimentation 80+ titanium consommera 312 watts, donc une perte de 12 watts. Ces pertes seront donc à évacuer par l'alimentation et son ventilateur. Il va de soi que ça aura logiquement un impact sur le niveau sonore du bloc ainsi que sa température interne. En plus de cela, l'amélioration du rendement et donc la diminution de la chaleur à évacuer donne aux constructeurs la possibilité de proposer des blocs plus silencieux, voire passifs. Par contre, et bien entendu, l'augmentation des performances ne vient pas sans contrepartie. Plus on montera en gamme, meilleur sera le rendement et plus l'alimentation sera chère. Comme je vous le disais plus tôt, la certification n'est pas tout le temps un gage de qualité. En effet, les composants internes et en particulier les condensateurs peuvent varier d'un bloc à l'autre. Des condensateurs certifiés 80 degrés chinois n'auront clairement pas la même durée de vie que des modèles certifiés 105 degrés japonais. Les économies réalisées en interne ne sont en général pas visibles de l'extérieur. Seuls les tests peuvent alors le montrer. Pour en finir avec cette partie, je tiens à éclaircir une erreur que je vois souvent sur les différents forums. La puissance disponible n'a aucun rapport avec le rendement. En effet, on peut lire de temps en temps des choses comme « Si tu as une alimentation de 500 watts certifiée 80+ bronze, alors tu n'as que 440 watts disponibles pour les composants. » Ceci est tout à fait faux. Une alimentation de 500 watts fournira aux composants 500 watts. La consommation à la prise sera quant à elle plus élevée, dans notre cas 588 watts. Passons maintenant aux alimentations en elles-mêmes. Pour commencer, et avant de choisir le modèle, il faut savoir dans quel type de boîtier elle sera installée. Il existe plusieurs formats. Le plus répandu est le format ATX, comme celle qui est juste ici. Elle pourra s'installer dans la quasi-totalité des boîtiers ATX du marché. Sa largeur est de 15 cm, pour 14 cm de longueur et 8,6 cm de hauteur. Sa longueur, par contre, peut aller de 14 cm à 18 cm, voire plus, selon les modèles. Surtout les modèles qui ont une puissance supérieure à 1000 watts. Ensuite, on trouve les formats exotiques. Comme par exemple, la Corsair SF600. Comme vous pouvez le voir, la taille est vraiment réduite par rapport à sa grande sœur en ATX. 12,5 cm de largeur, pour 10 cm de longueur, et 6,35 cm de hauteur. Elle est généralement accompagnée d'un ventilateur de 8 ou 9,2 cm. 9,2 cm pour le modèle SF600 de chez Corsair. Une variante est également disponible pour les boîtiers MITX. Vous avez la Silverstone SX500LG. La seule différence avec la modèle SFX, donc la Corsair SF600, est qu'elle est un peu plus longue. C'est un format qui s'appelle le SFX-L, donc 12 cm
par 12 cm pour 6,35 cm de hauteur. Ces deux modèles sont faits pour être installés dans des boîtiers au format mini ITX. Donc en général, bien plus petits que ce que l'on trouve au format ATX. Ils sont généralement étudiés pour être à côté d'une télé ou sur un bureau qui ne dispose pas beaucoup de place. Vous avez également des alimentations bien plus atypiques, comme les Pico PSU. Généralement d'une puissance tournant aux alentours des 100 watts et qui sont étudiés pour une configuration bureautique ou lecteur multimédia. Comme vous pouvez le voir sur ce modèle 120 watts de chez Stricom, il n'y a pas de boîtier à proprement parler, uniquement ce petit PCB. Ce petit PCB à installer sur le 24 pins de la carte mère, sur lequel vient se brancher le câble ici, qui est muni de connecteurs SATA, Molex et un connecteur 4 pins pour le processeur. Un transformateur est cependant présent et est relié à la prise, comme sur un ordinateur portable. Maintenant que l'on a fait le tour des différents modèles grand public, je vais vous présenter les différences au niveau du câblage. Vous avez les alimentations avec câble fixe, comme cette S12-2. Comme vous pouvez le voir, on a un gros paquet de câbles qui sort de l'alimentation. Rien n'est modulaire. Ce sont en général les modèles d'entrée de gamme qui sont comme ça. Ensuite, vous avez les semi-modulaires qui sont en général équipés de deux câbles fixes. Comme cette Be Quiet Pure Power 9, 500 watts. Il y a deux câbles donc, le 24 pins et le 4+4 pins processeur. Le reste des câbles pouvant se brancher comme bon vous semble, selon vos besoins. Pour finir, les modèles les plus populaires ces derniers temps sont 100% modulaires, comme cette Seasonic P660. Ici, pas besoin de vous faire un dessin, tous les câbles sont modulaires, vous pouvez brancher ce que vous voulez. Vous avez deux câbles pour la carte mère, les câbles pour le processeur et les PCI Express, ainsi que IDE Serial ATA. Cela permet une installation et un rangement des câbles bien plus facile que les autres modèles. Passons maintenant à une partie un poil plus technique, la répartition de la puissance. Les PC de nos jours utilisent en très grande partie le 12 volts, peut-être 90% de la puissance totale tirée de l'alimentation. Il faut donc que cette dernière puisse délivrer le plus de watts possible. Quand une alimentation est vendue pour 500 watts, on est en droit de se dire que le 12 volts est censé être proche de cette valeur. Eh bien, ce n'est clairement pas toujours le cas, surtout sur les modèles d'entrée de gamme. Par exemple, avec cette Be Quiet L8 500 watts, on peut voir qu'elle est vendue pour 500 watts. Mais le 12 volts n'est lui capable de tirer que 456 watts. Autre exemple, la Seasonic S12-2 520, donc vendue pour 520 watts, ne peut délivrer au maximum que 480 watts sur le 12 volts. Ce n'est en aucun cas une publicité mensongère, car en additionnant la puissance disponible sur les différentes tensions, on est largement dans les clous. Mais c'est une chose à noter et à prendre en considération selon la configuration qui se trouve derrière. Ce type de manipulation des chiffres est cependant en général limité au modèle d'entrée de gamme, très certainement afin de réduire les coûts au maximum, tout en annonçant une puissance suffisante pour que les acheteurs ne se posent pas trop de questions. Sur les modèles haut de gamme, par contre, aucun problème à ce niveau-là, comme on peut le voir sur cette Seasonic P660 qui dispose de 660 watts sur le 12 volts. Ou encore sur cette FSP Hydro G650 qui dispose quant à elle de 650 watts sur le 12 volts. Ensuite, et comme je vous parle du 12 volts, il faut savoir qu'il y a deux types d'alimentation, les monorails et les multirails. Sur les monorails, tous les composants et donc tous les câbles sont reliés à un seul et unique rail de 12 volts qui est chargé d'alimenter tout ce petit monde. Le multirail, par contre, est un peu plus complexe. On voit encore une fois à gauche et à droite que ce type de technologie n'est pas très bonne et que le monorail est plus conseillé. Ce n'est pas forcément vrai. En effet, le multirail permet de scinder les câbles qui alimentent les différents composants. Le but de la manœuvre est d'assurer une sécurité supplémentaire, surtout au niveau de la surchauffe des câbles qui pourrait résulter d'une carte graphique consommant un peu trop. Par exemple, une alimentation multirail équipée de deux connecteurs PCI Express en plus du 24 pins et du 8 pins processeur scindera un câble PCI Express et le câble 8 pins sur un rail
et l'autre câble PCI Express ainsi que le 24 pins sur un autre, de manière à répartir la charge. Sur cette Be Quiet Pure Power 500, on voit que le 12 volts est scindé en deux rails. Un de 28 ampères, soit 336 watts, et un de 20 ampères, soit 240 watts. Deux câbles PCI Express sont disponibles, donc chacun sera relié à un rail de 12 volts. Par contre, même sur les monorails, certains constructeurs font en sorte de mettre en garde l'acheteur contre le risque de surchauffe des câbles. Par exemple, Seasonic fournit avec certaines de ses alimentations une petite feuille qui dit que si une carte graphique consommant plus de 225 watts est installée, comme une AMD R9 390 par exemple, il est conseillé de la brancher sur deux câbles distincts, et non sur un seul câble muni de deux connecteurs PCI Express, pour éviter une surchauffe excessive de ce dernier. Certains diront que cela ajoute un câble de plus à cacher dans le boîtier, mais au moins, il n'y aura aucun souci de chauffe. Abordons maintenant la ventilation. Trois grands types de fonctionnement sont disponibles. La ventilation active, hybride ou passive. La ventilation active, comme son nom l'indique, et qui est présente sur cette Be Quiet L8500, assure un flux d'air en toutes circonstances, que ce soit au repos ou en charge. Elle est de manière générale régulée en fonction de la température et ou de la charge. C'est le fonctionnement le plus commun, et également celui qui équipe toutes les alimentations d'entrée de gamme. Les alimentations passives, au contraire, se passent carrément de ventilateur. Elles sont dans la quasi-totalité des cas accompagnées d'un rendement élevé afin de limiter au maximum le dégagement de chaleur. Contrairement à ce que l'on pourrait penser et à ce qui se faisait par le passé pour les premiers modèles, elles ne sont plus à éviter comme la peste. Il faut cependant prendre un minimum de précautions lors de son installation. Comme on peut le voir sur cette Silverstone Nightyar 520, qui n'est autre qu'une Seasonic, la large grille qui permet de laisser s'échapper la chaleur doit être orientée vers le haut, afin que la convection naturelle de la chaleur se fasse. Cette alimentation est équipée d'une certification 80+ Platinum. Comme j'ai pu vous expliquer plus haut, et avec le rendement élevé, à son maximum de charge, elle n'aura à dissiper que 57 watts. Dans une configuration gamer classique, on restera plus proche des 30 watts, donc vraiment pas grand chose. Passons maintenant à la ventilation hybride qui a été pour la première fois utilisée par les premières Seasonic série X en 2009. Cette Seasonic série P660 fonctionne de la même manière. Ce fonctionnement allie le meilleur des deux mondes, à savoir un ventilateur qui est éteint sous une certaine température ou une certaine charge et qui se met en fonctionnement selon les mêmes conditions. Il faut savoir que les tarifs évoluent en fonction du mode de ventilation. De manière générale et à puissance égale, le mode actif est réservé à l'entrée de gamme, l'hybride au milieu de gamme et au haut de gamme, et le passif aux modèles les plus chers à puissance égale. Bien entendu, ce n'est pas toujours le cas et cela dépend des constructeurs. Par exemple, Be Quiet n'utilise que la ventilation active, mais à étudier la courbe de ventilation pour avoir des blocs les plus silencieux possibles. Pour finir sur les alimentations en elles-mêmes, je vais vous parler un peu des constructeurs, et plus particulièrement de ceux qui fabriquent les blocs. En effet, on aurait tendance à penser que toutes les marques fabriquent elles-mêmes leurs produits, mais il n'en est rien. Les marques font appel en grande partie à des OEM, qui construisent leurs alimentations. Peu sont celles qui peuvent se vanter de tout faire elles-mêmes de A à Z. Par exemple, les marques qui ont le vent en poupe ces dernières années comme Corsair ou Be Quiet pour ne citer qu'elles, font appel à différents constructeurs comme FSP ou encore CWT. Les seules marques que l'on retrouve sur le marché français et qui font leur propre plateforme sont Seasonic, FSP, Superflower ou encore Enermax. Les autres ne font que prendre des plateformes existantes et les modifient plus ou moins selon leurs besoins. Il n'est donc pas rare de retrouver plusieurs alimentations de marques différentes, quasiment identiques. Prenons l'exemple de la maintenant ancienne Seasonic S12 II. On la retrouve dans les Antec HCG, XFX TS, Corsair HX et autres LDLC BG par exemple. Il faut donc relativiser un minimum avant de dire que certains constructeurs sont plus fiables que d'autres, l'intérieur des alimentations n'étant bien souvent pas d'eux. Maintenant que j'ai fait un peu le tour, je vais vous proposer une petite sélection d'alimentation disponible à l'heure où je fais cette vidéo, de l'entrée de gamme au haut de gamme, ainsi que les modèles plus atypiques cités plus haut. Commençons par les alimentations ATX. Au niveau de l'entrée de gamme, avec des modèles se négociant à moins de 50 €, vous avez les FSP Exa Plus et Corsair VS. Les puissances s'échelonnent entre 350 et 600 watts selon les modèles. Ces deux blocs sont plutôt conseillés pour une utilisation bureautique ou encore dans une configuration gamer ne consommant pas outre mesure. Les composants internes sont basiques, les tensions peuvent souffrir d'une variation assez prononcée sans être bien entendu dangereuse pour les composants du PC et la ventilation sera plutôt audible, voire bruyante selon la charge.
Bien entendu, à ce tarif, pas de modularité, les câbles sont fixes. Dans le milieu de gamme, les Be Quiet L8, tant qu'elles sont disponibles, ainsi que les Seasonic S12 II seront d'excellents choix. Composants internes un peu plus haut de gamme, tension plus stable et niveau sonore plus contenu. Ces deux blocs peuvent se trouver à des puissances comprises entre 300 et plus de 700 watts. A noter que ces modèles ne sont pas modulaires mais des variantes existent, les M12 II chez Seasonic et les L8 modulaires chez Be Quiet. Le prix peut varier d'environ 60 à 80 € selon le modèle. Pour le haut de gamme, j'ai choisi deux modèles parmi toute cette jungle. Tout d'abord la série RMX de chez Corsair qui a les composants internes haut de gamme avec modularité totale et fonctionnement hybride tout en restant à un tarif plutôt bas pour ce qu'elle offre. Il y a également les Straight Power 10 de chez Be Quiet qui sont très bonnes. Par contre, tous les modèles ne sont pas modulaires et il n'y a pas de ventilation hybride. Elle reste cependant une valeur sûre. Ces deux modèles se négocient à partir de 90 €. Viennent maintenant les modèles sans concession. Chez Seasonic, vous avez les séries X, P ou plus récemment Prime Titanium. Tous ces modèles sont totalement modulaires, équipés de composants haut de gamme et avec une ventilation hybride. Bref, vraiment le top du top. Vous ne serez clairement pas déçus par ces modèles-là. Chez Be Quiet, il y a les modèles Dark Power Pro 11, certifiés 80+ Platinum, semi-modulaires, mais avec une ventilation active, mais qui restera silencieuse en toutes circonstances. Vous avez également la série Lidex Gold ou Platinum chez Superflower, totalement modulaire, ventilation hybride et équipée de composants haut de gamme, une valeur sûre même si plus difficile à trouver en France. Il faut compter pour ces modèles un prix d'appel de 140 € pour les modèles les moins puissants. En ce qui concerne les alimentations passives, il n'y a pas énormément de choix. Vous avez la série P de chez Seasonic en 400, 460, 520 watts. Certifié 80+ Platinum et équipé d'une large grille sur le dessus pour l'évacuation de la chaleur. Silverstone propose également la Nightyar 520 et XFX XTS 460 et 520, qui ne sont rien d'autre que des Seasonic P460 et 520. Avec ces alimentations, vous êtes assuré de partir sur ce qui se fait de mieux. Dégagement de chaleur minimal et bien entendu aucun ventilateur venant jouer les troubles faits. Comptez environ 150 € pour les alimentations passives. Pour terminer, une petite sélection d'alimentation pour les petits boîtiers mini ITX. Ici, il n'y a pour le moment pas full. En effet, le marché était accaparé par Silverstone depuis maintenant quelques années, mais un nouveau constructeur vient mettre son grain de sel. Pour les SFX, je ne pourrais que vous conseiller la toute dernière SF de chez Corsair. 460 ou 600 watts, certification 80+ Gold, totalement modulaire, tout en étant plutôt silencieuse et disposant de tension stable. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Pour les modèles SFX-L, donc un peu plus profonds que les SFX classiques, il n'y a ici que la Silverstone SX500LG. 500 watts, totalement modulaire, certification 80+ Gold, plutôt silencieuse également et les tensions sont stables. Ces modèles sont trouvables à une centaine d'euros. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a éclairé sur quelques points qui auraient pu être confus. Le but étant d'essayer de couvrir le maximum de choses tout en étant assez clair et concis, même si au final, ça fait beaucoup d'informations à digérer. La vidéo aurait pu être beaucoup plus longue et encore plus indigeste tant il y a de choses à dire. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des points que vous aimeriez voir approfondis ou si d'autres sujets vous intéressent, la chaîne étant là pour ça. Si vous cherchez une nouvelle alimentation ou encore une configuration complète, alors mon forum est ouvert à toutes et à tous. Vous trouverez le lien juste en dessous. Merci d'avoir regardé et j'espère que vous serez intéressés par les prochaines vidéos.